Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Harry, fondateur de Caféine. Bonjour Harry. Bonjour Serge. Comment tu vas? Très bien et toi? Très bien, ça me fait très plaisir de te recevoir. Première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter? Je suis Harry Assuyette, je suis le fondateur de Caféine qui anciennement s'appelait Le Kiosque, une société que j'ai créée il y a 15 ans. J'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je vis à Londres. Très bien. À quel moment tu as flippé? Alors je dirais que c'est un long processus et il y a plusieurs facteurs en fait qui m'ont amené à aller vers l'entrepreneuriat. D'abord, je suis dans un environnement familial très entrepreneur. Mon père était entrepreneur, il était commerçant. Mon environnement, je dirais avec l'ensemble de mes amis, j'avais pas mal de parents d'amis qui étaient entrepreneurs. Mon épouse est une entrepreneuse, ses parents le sont aussi, donc je dirais que c'est un peu le mindset et l'environnement dans lequel j'ai grandi qui nous a toujours poussé vers la logique de l'entrepreneuriat, ce qui n'était pas forcément évident puisque mes parents m'ont beaucoup poussé à faire plutôt des bonnes études, et quand on fait des bonnes études en général, les métiers vers lesquels on tend sont plus des métiers de consultant, en tout cas dans ce que je faisais, ou dans le milieu de la finance, qui permettent en fait d'assurer une certaine forme de sécurité d'un point de vue financier, puisque on travaille dans des grandes organisations. Mais je dirais que pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment comme dans le terme américain, c'est une aventure en fait humaine, une aventure professionnelle qui est assez exceptionnelle. Et je pense que mon père m'a fait grandir, enfin mes parents m'ont fait grandir avec une logique que le travail c'est quand même une grande partie de notre vie et qu'il faut y prendre du plaisir. Donc j'avais pas du tout envie de voir un travail comme un travail, mais le travail comme un plaisir, ce qui est le cas d'ailleurs, puisque c'est une grande partie de ma vie et j'essaie de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais je dirais que l'entrepreneuriat est une logique de passion et c'est ça ce qui m'a poussé à y aller, à me lancer assez jeune en fait dans cet environnement-là. C'est aussi de la liberté. En fait, on pense une certaine forme de liberté parce qu'on n'est jamais forcément totalement libre. Et la volonté de créer des grandes choses. Donc voilà un peu les éléments qui ont été moteurs dans mon parcours d'entrepreneur. Justement, tu parlais d'équilibre. Est-ce que c'est un équilibre qui a mis du temps à se développer ou dès le départ, tu avais réussi à trouver ce bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle d'entrepreneur? Quand j'écoute mes enfants, et encore même hier soir, apparemment, puisque on travaille beaucoup en home office, même quand je suis là, je suis pas forcément là. Mais j'essaye d'être présent pour ma femme et mes enfants. Et donc, encore une fois, comme je disais, il y a un espace de liberté, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on est, moi, je vis, je mange, je dors avec ma boîte, avec mes idées et mon développement. Donc, je dirais que ça fait intrinsèquement partie de ma vie et probablement de la vie de ma famille, qui est le développement de la boîte. C'est un engagement de tous les jours. Pour moi, c'est pas un sacrifice, mais c'est aussi Caféine fait partie de la vie de la famille. Après, c'est très important. Voilà, moi, je suis aussi très attaché à ma famille, à mes enfants, à ma femme, et donc c'est très important d'essayer de construire un environnement familial et équilibré. Et je dirais que dans l'absolu, il faut aussi avoir le bon équilibre et le bon environnement qui soutient et supporte, puisque la vie de l'entrepreneur, c'est de gérer 99% d'emmerdes et 1% de trucs sympas, et que voilà, les journées sont à régler des problèmes qui sont assez complexes, et donc il faut aussi avoir l'environnement qui soutient ça. Donc j'ai la chance de l'avoir, et j'essaie de trouver une certaine forme d'équilibre entre l'environnement perso et l'environnement professionnel. Très bien. Je pense, tu sais que c'était pas un sacrifice. Est-ce qu'il y a eu des sacrifices? Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire quand on se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui. Enfin, il y a d'abord des sacrifices financiers parce que les premières années sont pas forcément faciles d'un point de vue économique. Il y a des sacrifices aussi en termes de temps, comme je le disais. Moi, je le vois pas comme ça, mais je vends, je vis, je dors, je pense à ma boîte et à son développement. Je dirais de façon permanente. Donc, c'est une question d'engagement et de commitment. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie pour continuer un projet entrepreneurial. Bon, sachant que nous, ça fait 15 ans que cette boîte existe, donc on a connu beaucoup de phases de développement. Il y a eu des moments de résilience, puisque face à des intempéries, le chemin est pas un long fleuve tranquille, donc il faut avancer et faire face à un certain nombre de défis. Donc je dirais que oui, il y a des sacrifices assez importants. C'est aussi le fait d'avoir moins de liberté pour des activités personnelles, des hobbies, et de se consacrer à ça. Mais encore une fois, moi je le vois pas comme un sacrifice, je le vois aussi comme un élément de plaisir. Très bien. On va parler un peu de Caféine. Dans un premier temps, justement, qu'est-ce que Caféine, pour ceux qui connaissent pas? Caféine, c'est un service qui est le leader du streaming de l'information. Donc, c'est une nouvelle catégorie
C'est un peu similaire à ce qu'on connaît dans l'univers de la musique ou de la SVOD avec des plateformes comme Spotify ou Netflix. Donc c'est un peu si je peux le résumer de la manière la plus simple, un peu le Spotify de la presse, même si la presse n'est pas forcément le positionnement qu'on veut adopter, puisque nous, on est plutôt dans une logique de plateforme digitale qui permet d'accéder à un ensemble de titres, de marques de presse, sur une seule et unique plateforme avec une offre très simple qui est un modèle illimité. Caféine est en fait accessible pour les consommateurs finaux à travers différentes offres. Donc, on peut s'abonner à Caféine directement pour un prix de 9,99 € par mois. On accède à notre catalogue de plus de 2000 titres avec des marques assez diverses et variées, puisqu'on a une grande partie de la presse quotidienne nationale avec des titres comme L'Équipe, comme Le Parisien par exemple. On a également de la presse magazine, enfin pratiquement tous les titres de la presse magazine. Et ce service est disponible à la fois en France et à l'international. Donc on peut s'abonner directement, ou on peut aussi s'abonner à Caféine indirectement. Notamment, on a noué un certain nombre de partenariats avec des opérateurs télécoms comme Bouygues Télécom, comme SFR, comme Free, ou des acteurs comme Canal+, ou Cdiscount qui incluent le service Caféine dans leur offre ou qui distribuent le service Caféine. Donc si c'est inclus, le consommateur ne paye pas directement, c'est inclus dans le prix de son abonnement, ou il y a une autre manière de pouvoir accéder via ces opérateurs qui ont plutôt une fonction de distribution. Globalement, ils distribuent le service Caféine avec une offre un peu préférentielle par rapport aux conditions d'accès en direct. Mais du coup, est-ce que vous avez la même marge de rentabilité ou bien ils prennent une commission quand ils distribuent ces acteurs comme Canal+ ou d'autres? Alors ça dépend. Le modèle d'inclusion, c'est plutôt eux qui nous payent puisque globalement c'est un coût marketing pour eux. Ça permet d'améliorer leur proposition de valeur et d'enrichir l'offre de ces acteurs. Ou quand ils distribuent en option payante, c'est en supplément du tarif de l'abonnement à par exemple votre abonnement mobile. Là aujourd'hui, c'est un modèle de distribution et effectivement les opérateurs télécoms prennent une commission. Donc vous êtes moins gagnant finalement, vaut mieux s'abonner directement. Non, parce qu'il y a un effet volume. Il y a plusieurs paramètres qui définissent en fait le modèle économique. Il y a le coût d'acquisition d'un client, les investissements marketing qui sont associés, les éléments autour de la rétention et de l'acquisition. Donc il y a plein d'éléments et c'est multifactoriel. Donc c'est très compliqué de répondre à ta question simplement. Mais je dirais que nous on considère en fait que on reviendra peut-être sur la question du marché, mais le marché en fait, l'industrie de l'information, c'est une industrie qui est gigantesque, qui est beaucoup plus grosse que celle de la musique ou de l'environnement des films et des séries. C'est une industrie qui aujourd'hui a un lectorat extrêmement riche et varié, mais il y a un enjeu de modèle économique dans la transformation du modèle vers le digital. Et la conviction, c'est que notamment par rapport à des modèles d'abonnement payants avec des plateformes, le marché a déjà, je dirais, eu un certain développement. Il y a le temps de l'attention sur des plateformes par exemple de musique ou de SVOD. Donc nous, notre conviction, c'est que les modèles sont assez complémentaires entre ce qu'on appelle le B2C direct ou le B2B2C, c'est-à-dire via notamment par exemple des opérateurs télécoms ou des acteurs comme Canal+. Et on a même un autre canal de distribution qu'on appelle le B2B. Aujourd'hui, le service Caféine est disponible par exemple dans des bibliothèques ou des médiathèques. Et ces bibliothèques et médiathèques prennent un abonnement à Caféine et le fournissent à leurs adhérents. Il y a plein de verticales autour de ça. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, on considère que, comme le lectorat est extrêmement riche et varié, la manière, en fait, d'avoir un point de contact en termes de distribution avec nos lecteurs finaux, puisque nous, notre enjeu, et le service Caféine, c'est un service pour le grand public, en fait, en tout cas pour les consommateurs finaux, c'est de multiplier les points de contact en termes de distribution. D'où notre modèle, je dirais, mixte entre B2C, B2B2C et B2B. Très bien. Est-ce que justement, tu aurais quelques chiffres sur Caféine? Caféine, c'est en termes de nombre de titres disponibles, plus de 2500 titres. C'est plus de 2 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est une société aujourd'hui de plus de 200 personnes, présent dans 14 pays. C'est à peu près une quinzaine de partenariats de distribution avec des grands opérateurs télécoms en France ou à l'international. Et c'est une société qui est plus vraiment une start-up après 15 ans, mais plutôt qui est une scale-up avec une croissance assez significative d'une année sur l'autre. Et aujourd'hui, dans notre catégorie, on est le leader au niveau européen de cette industrie. Et vous avez des ambitions pour aller vers, je sais pas, par exemple les États-Unis ou d'autres continents? Notre première ambition, c'est de conforter notre position de leader, puisqu'on est parti d'abord, on est une société française qui s'est développée sur le marché français. La particularité de notre industrie, c'est que c'est une industrie, je dirais, pas globale. C'est plutôt une industrie multilocale, donc il y a des efforts à mettre en œuvre dans chaque pays où on veut se développer, même si il y a des points communs dans tous les pays sur les modes de consommation, sur
le rapport au contenu, notamment de la part des éditeurs. J'imagine que ce sera aussi une de tes questions. Bien sûr. Il faut à chaque fois recommencer à zéro, je dirais, dans un marché pour faire connaître le service caféine. On a déjà cette ambition de consolider notre position au niveau européen par rapport à ce qu'on a développé jusqu'à aujourd'hui, et évidemment d'étendre notre activité dans d'autres zones géographiques, notamment en Amérique du Nord. On a déjà un bureau au Canada en fait où on a une équipe commerciale qui est présente, et on vient de signer un accord avec un des plus gros opérateurs télécoms au Canada qui s'appelle TELUS. On va lancer un partenariat de distribution avec cet acteur-là dans les prochaines semaines. Félicitations à vous. À partir de quel constat justement t'as fait naître Caféine? Un constat simple. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais beaucoup travaillé donc avant d'être entrepreneur sur les sujets de convergence entre les contenus et les contenants. Donc c'était il y a longtemps, c'était en 2000, notamment à l'époque, c'était Vivendi, était dirigé par Jean-Marie Messier. Alors je sais pas si pour les nouvelles générations, on sait qui est Jean-Marie Messier, qui est un banquier d'affaires. Et il avait cette vision en fait de convergence entre les contenants et les contenus. Alors, Vivendi, c'était un groupe, c'était la Générale des Eaux, donc ils ont complètement changé leur modèle au départ, et donc ils ont splitté la société en deux entre Veolia et ce qui est Vivendi. Et l'idée de Jean-Marie Messier, c'était de dire à l'époque, on était dans la première vague Internet, c'était de dire qu'il allait y avoir un bouleversement des usages, une transformation vers l'univers digital, et qu'il y allait avoir des tuyaux et qu'il fallait équiper ces tuyaux avec des contenus. Donc ça, c'était la vision de Jean-Marie Messier. Donc c'est là où on commençait à avoir émergé en fait tous les services numériques dès les années 2000. Moi, effectivement, en 2000, je me souviens, l'équipe était déjà accessible en fait en format entre guillemets un peu piraté, si vous pouvez y accéder tous les jours. Et puis moi, je me suis retrouvé en vacances en fait à l'étranger. J'ai voulu lire l'équipe, Le Point. Puis j'ai vécu un moment aussi à l'étranger, aux États-Unis, et je trouvais jamais mes titres au bon moment, où il y avait toujours un décalage. Les sites internet n'avaient pas beaucoup en fait de contenu, ou le contenu n'était pas forcément en corrélation avec l'expérience ou le contenu associé au papier. Et je me suis dit, ça, on a fait un constat commun avec les autres personnes qui avaient fondé la société avec moi. C'est quand même fou qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, il n'y ait pas d'iTunes de la presse. Et c'est comme ça que l'idée a émergé, en fait. On était jeunes, on connaissait pas du tout l'industrie de l'intérieur. On avait senti qu'il y avait un phénomène de mouvement qui allait s'opérer sur le marché. Et il faut comprendre que quand la boîte s'est créée, donc il y a 15 ans, il n'y avait pas encore d'iPhone. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas encore de tablette. Et donc, en fait, on avait cette conviction, je me rappelle dans les premières présentations qu'on faisait à des investisseurs ou même aux éditeurs, on allait avec des images de Minority Report, le film de Steven Spielberg avec Tom Cruise, où on montrait en fait ce qu'allait être le futur, et notamment des écrans digitaux. Enfin, on nous prenait pour des fous, hein. On nous disait, vous êtes sympa. Effectivement, on voit aujourd'hui le mouvement digital, notamment sur le web, mais le produit que vous avez correspond pas forcément aux usages dans le digital. Et nous, on leur disait, mais non, ça va évoluer. Aujourd'hui, notre sujet, c'est pas la dématérialisation et l'accès des PDF dans le digital, mais c'est une plateforme de distribution des contenus avec une évolution de la proposition de valeur dans le futur. C'est intéressant parce que tu vois, comme il y avait une forme de frein de la part des investisseurs au départ sur le projet. Ils voyaient pas plus loin que sur le moment en fait, en se disant peut-être que dans quelques temps ça va changer et les gens auront je sais pas, soit une tablette, soit un téléphone. Et en fait, ça pourra vraiment devenir une norme. Ce qui est un peu devenu iTunes. Ouais, je pense que le monde de l'investissement a beaucoup changé en 15 ans. D'abord, moi je vois aujourd'hui ce qui est génial, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a vraiment l'entrepreneuriat est un mode de fonctionnement qui est vraiment mis en avant, plutôt poussé par les autorités ou les écoles. Donc je dirais qu'aujourd'hui être entrepreneur fait partie des options qui semblent crédibles et qui sont plutôt portées, poussées, sponsorisées, je dirais, auprès des jeunes générations. Donc ça c'est génial. Il y a 15 ans, c'était plus compliqué quand vous étiez un entrepreneur et que vous n'avez pas d'expérience, parce qu'il faut quand même avoir de l'expérience. C'était compliqué d'aller lever de l'argent, d'expliquer qui on était, et ce qui est évident d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on apprend aussi de ses erreurs et de ses échecs, et donc il y avait moins de capacité de financement pour des jeunes entrepreneurs. Donc quand vous aviez pas ni l'expérience, ni la connaissance du marché, mais une idée qui était intéressante, mais très avant-gardiste, effectivement, l'écosystème n'était pas encore aujourd'hui outillé comme il l'est aujourd'hui pour pouvoir accompagner ce type de modèle. Donc c'est ça ce qu'on a connu. Et il y a un deuxième élément, c'est que on était on était au début de la transition dans le digital au niveau des contenus. Spotify n'existait pas encore. Deezer non plus, par exemple, en France, hein, c'était vraiment au balbutiement. Netflix, c'était pas le modèle qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut comprendre que l'industrie était complètement différente et qu'on était un peu en avance de phase. Enfin, ça nous a beaucoup appris, hein. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris de cette période-là. Mais évidemment, le fait d'être avant-gardiste dans un écosystème où les financements n'étaient pas aussi importants que ce qu'on connaît aujourd'hui a fait que on a eu moins de moyens, mais ce qui nous a permis aussi de construire le modèle de Caféine tel qu'il est aujourd'hui, avec ses grandes forces. Et comment ça a été accueilli de la part des éditeurs de presse? Ou comment ça a accueilli même aujourd'hui?
Il y a un rapport qui se construit au fil du temps. Les éditeurs aujourd'hui sont dans une situation qui est pas simple, dans le sens où évidemment ça fait 20 ans qu'ils ont anticipé, qu'ils voient la fin de l'âge d'or de ce qu'on appelle la presse. C'est-à-dire que il faut comprendre que, comme je disais tout à l'heure, l'industrie est énorme. Hein. C'est une industrie dans le monde de 145 milliards. En France, il y a encore 15 ans, c'est une industrie qui était à peu près sur un volume d'affaires de 10 milliards d'euros par an. Et si on rentre dans les détails, en fait, 60% des revenus de ces 10 milliards venaient de la publicité. Et il y avait un mix entre les ventes et la publicité. Et globalement, les éditeurs ont très vite, en tout cas les gros, anticipé le transfert de la valeur vers le digital, en tout cas le transfert de l'usage vers le digital. Ils n'ont pas réussi à trouver un moyen de monétiser ce transfert-là. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer des bassins d'audience, mais qui n'ont pas monétisé à travers leur site internet ou leurs applications mobiles. C'est un peu l'élément de frustration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 90% de l'audience qui vient du digital, mais on a simplement 10% des revenus qui sont issus du digital. Alors que dans la musique, le basculement a été opéré puisque 90% des revenus viennent notamment des plateformes de streaming ou des ventes dématérialisées de musique. C'est l'environnement dans lequel on est, et en 15 ans, je dirais que ce phénomène et ce mouvement en fait de décroissance qui s'opère sur leur activité physique, qui est anticipé, est une longue décroissance en fait. Il n'y a pas eu un décrochage rapide à part depuis 2 ans. Donc finalement, ils se sont dit, on a le temps en fait d'accompagner le basculement digital, mais ce qu'on doit privilégier, ça reste en fait l'univers papier qui est notre principale ligne de revenu. Donc je dirais qu'il y a pas d'uniformité en fait dans notre relation avec les éditeurs, puisque d'abord des éditeurs de presse quotidienne nationale n'ont pas les mêmes problématiques que des éditeurs de presse quotidienne régionale même, ou d'éditeurs de presse magazine, et donc il y a différentes formes de catégories. Donc aujourd'hui, Caféine, c'est un acteur qui est bien inscrit dans l'écosystème, je dirais, des éditeurs, que ce soit en France ou à l'international, et on est plutôt perçu comme un acteur qui crée de la valeur pour eux, puisque aujourd'hui ils ont compris que la démultiplication des points de contact, à quelques exceptions près, hein, pour certains éditeurs, est la bonne stratégie, puisque le modèle digital est à construire, et pas forcément dans une logique similaire à celui qui était le modèle dans l'univers physique. Très bien. Comment se porte aujourd'hui le marché de la presse? Le marché de la presse, c'est un marché qui connaît un énorme paradoxe. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de lecteurs de marques de presse. Il n'y a jamais eu autant d'audience. Je donne quelques exemples pour pouvoir expliquer mon propos. Par exemple, Le Monde. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les chiffres d'un organisme qui s'appelle l'ACPM, en fait, qui est l'organisme de certification de la diffusion ou de l'audience des marques de presse, on voit qu'il y a à peu près entre 25 et 30 millions de visiteurs uniques sur le site internet du Monde tous les mois. La diffusion payante, notamment, qui est beaucoup corrélée au papier, mais aussi aux abonnements numériques aujourd'hui, c'est uniquement 300 000 personnes. Donc on a à peu près 1% finalement de l'audience qui est transformée en modèle payant. Et l'autre problème, c'est que aujourd'hui cette audience digitale qui est très importante n'est pas monétisée, parce qu'en fait la publicité digitale est captée en termes de revenus par 2 acteurs que sont Google et Facebook. Donc c'est le paradoxe en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème d'usage, mais il y a un problème de monétisation des contenus, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine forme de frustration de la part des éditeurs, c'est-à-dire que la production du contenu coûte de plus en plus cher, puisque aujourd'hui, c'est plus simplement des impressions, une rotative papier, une maison d'édition. C'est aussi un métier qui devient de plus en plus technologique, avec du contenu à produire de façon permanente, et c'est pour ça que nous aussi, on fait la distinction entre ce qu'on appelle l'information chaude et l'information froide, mais en fait, on est dans une situation où, paradoxalement, c'est une industrie qui se porte bien d'un point de vue des usages, mais qui se porte pas forcément très bien d'un point de vue économique. Comment toi t'expliquerais justement cette difficulté à faire passer les lecteurs sur un magazine ou peu importe comme Le Monde à payer un abonnement? C'est multifactoriel. La première chose, c'est que dans le monde digital, on est sur le phénomène de ce qu'on appelle le temps d'attention, et des choix et des arbitrages qui s'opèrent de façon différente par rapport à l'univers physique. Aujourd'hui, quand vous allez dans un kiosque à journaux physique, par exemple, si vous prenez le train, vous avez une capacité de consommation qui est plus importante, parce que vous n'avez pas la même sensibilité, le même rapport à l'argent, le même rapport à la consommation que dans l'univers digital. Le phénomène de transformation, même si on travaille sur des parcours utilisateurs dans le digital qui tentent à simplifier, fait qu'il y a tout un processus d'achat qui est beaucoup plus complexe en fait dans le digital, parce qu'il est dématérialisé. Et donc il y a une question de rapport de confiance, il y a une question d'accès en fait. Globalement, aujourd'hui, comme vous êtes vous et votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur, vous êtes
hyper sollicité, donc il faut déjà accéder à ce contenu. C'est pas la même chose que d'avoir une zone de chalandage physique présente, qui est un rituel qui est déjà établi. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, les modèles qui ont émergé les premiers, c'est les modèles de SVOD ou les modèles de plateformes musicales, parce qu'il y a eu une transformation d'usage, parce qu'il y a eu un piratage, parce que les industries se sont transformées plus rapidement, et donc aujourd'hui, notamment les ayants droit n'ont pas eu le choix que d'aller vers des modèles type Netflix ou Spotify, et donc elles ont accompagné ce mouvement. Donc globalement, aujourd'hui, si vous êtes un consommateur final, vous avez déjà un abonnement à un Netflix, un abonnement à un service de plateforme musicale, vous êtes déjà abonné à un opérateur, vous avez déjà pas mal d'abonnements en fait. Et donc il y a un moment, une saturation de l'abonnement, hein. Il y a eu pas mal d'analyses qui ont été faites autour du sujet, qui fait que même si les gens reconnaissent la valeur des contenus de l'information, bah, globalement aujourd'hui, il y a un arbitrage qui est opéré, qui est en défaveur finalement des éditeurs. D'où la logique d'un acteur comme Caféine, qui est de dire, bah, nous, on regroupe tout. On est un one-stop shop, et où on accède finalement à l'ensemble des contenus, puisque aussi le lectorat de la presse, c'est un lectorat très hétéroclite, qui consomme pas mal de contenu par mois. Après, entre 7 et 8 au minimum titres par mois. Donc, différents, donc, qui n'a pas la capacité d'abonnement, parce que ça a aussi des contenus qui coûtent cher. Donc, c'est tous ces éléments-là qui peuvent expliquer, en fait, la situation. Et puis le dernier point, c'est aussi le fait que une partie de l'information qui est devenue une commodité, qui est devenue gratuite, justement sur le digital, et où les gens ne font pas l'association avec la marque, qui est un tiers de confiance, un gage de valeur. Donc c'est cette course à l'audience, cette course à la commodisation qui fait que aujourd'hui on n'a pas un modèle simple dans notre univers, dans notre industrie, alors que je dirais que le nombre d'acteurs ou le nombre de modèles qui existent dans d'autres industries de contenu et à mon sens, plus simple à expliquer ou à comprendre pour un utilisateur final lambda. Et est-ce que, par exemple, ce que tu parlais de Google ou de Facebook, c'était plus du côté de la pub, mais est-ce que, par exemple, des Google Actualités ou même toute l'information gratuite qu'on trouve sur Internet, c'est pas devenu une nouvelle norme pour les consommateurs qui, finalement, avec des actualités gratuites, s'en accommodent largement, parce qu'ils veulent juste une information courte? Il y a des phénomènes contraires, en fait. Effectivement, c'est devenu une partie de la consommation des contenus aujourd'hui, qui devient nécessaire et qui est un peu un rituel. Mais je pense qu'aujourd'hui, alors après c'est un sujet un peu plus philosophique ou politique, mais aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui il y a une recherche de sens et une recherche de plaisir. En fait, c'est ce que aussi veut faire Caféine dans son expérience, c'est de créer une dimension où le service n'est pas simplement une plateforme de distribution des contenus, mais une véritable expérience à forte valeur ajoutée qui donne envie aux consommateurs d'aller plus loin. Et c'est vrai que il y a un côté addictif dans Caféine, à partir du moment où vous êtes utilisateur. Moi j'ai beaucoup de retours de clients qui me le disent, c'est qu'au début, beaucoup de gens étaient un peu circonspects, au-delà des investisseurs dont on parlait tout à l'heure, même sur le bénéfice de Caféine. Pourquoi ? Parce que y a un phénomène générationnel, en disant moi j'ai l'expérience du papier, j'aime le côté charnel de l'information, et en fait pour moi mon magazine ou mon quotidien c'est aussi de le lire. La réalité, elle est totalement différente. C'est la manière de le voir tant qu'on n'a pas utilisé le service, mais à partir du moment où on l'utilise, à partir du moment où nous, en termes de produits, on répond aux exigences des consommateurs et la qualité de notre produit est un élément essentiel dans notre développement, on voit qu'il y a un phénomène addictif, en fait, et une vraie valeur ajoutée. Donc c'est ça ce qu'on essaie de créer. On essaie aussi de mettre en place un système de pricing, que ce soit de façon directe ou indirecte, et aussi une logique, je dirais, d'interaction avec nos consommateurs qui fasse qu'on n'est pas trop intrusif. Donc on cherche pas à être dans le phénomène de l'information brute, l'information chaude. On essaye vraiment d'être un havre d'accès à une information de qualité, où on retrouve à certains moments le besoin et l'envie d'utiliser un service comme le nôtre. Et moi j'ai beaucoup d'exemples aujourd'hui, même si la consommation est différente en fonction des générations. Aujourd'hui, par exemple, avoir Spotify ou Deezer, c'est une norme pour beaucoup de gens. Ça veut pas dire qu'on va le consommer tout le temps, à tout moment. Mais c'est aujourd'hui la norme et le meilleur moyen d'accès finalement à ce type de contenu. Et Caféine devient aussi une sorte de norme et le moyen d'accès privilégié au contenu, qui répond aussi à toute une problématique je dirais, de la fin de la distribution papier, qui connaît énormément de problèmes et qui aujourd'hui ne fait plus grand sens. Même si ça reste une partie de l'activité importante des éditeurs et que ça ne disparaîtra pas totalement, je pense qu'aujourd'hui c'est pas l'élément aujourd'hui qui va permettre de continuer à développer les revenus des éditeurs dans le futur. Donc tu prédirais, on va dire, la fin des magazines papier sur du moyen long terme? Pour moi, c'est pas la fin du papier, ça va devenir un produit qui est de plus en plus un produit de luxe, un produit de plaisir qu'on pourra avoir d'utiliser de temps en temps, mais c'est plus le mode de consommation principal des marques de presse. Pour moi, ça c'est ma conviction, et c'est déjà un phénomène qui est instauré notamment par exemple pour la presse quotidienne nationale. Quand on voit qu'aujourd'hui la diffusion physique est en chute libre
et qu'aujourd'hui 50% de la diffusion vient du digital, ça démontre qu'en fait, le basculement s'est déjà opéré pour les quotidiens. Pour la presse magazine, en fonction du type de format, c'est un peu différent. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'avantage du papier n'est plus aussi, en tout cas dans des habitudes de consommation, n'est plus aussi important que ce qui pouvait l'être il y a une dizaine d'années. C'est marrant parce que du coup, il y a ce côté un peu, on utilise moins le papier, on va lire l'actualité, et tu vois beaucoup de médias qui sont lancés en ligne, qui aujourd'hui poussent et recréent en fait des formats papier. C'est une forme de suite pour donner, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez prendre le temps de lire, on a créé une suite à tout ça, et c'est une version papier qui atterrit. Et c'est plus le magazine papier qu'on a connu, nous, du style l'Express ou d'autres. C'est vraiment un travail d'orfèvre, c'est travailler graphiquement, c'est travailler sur la forme, sur le fond. C'est incroyable. Et je trouve que ça devient un objet de déco limite, que tu poses parce que c'est vraiment beau. Je trouve ça assez intéressant. Comme phénomène contraire, en fait. Non, mais c'est ce que tu dis. C'est à la fois un objet de déco, et puis encore une fois, pour nous, il y a différents types ou modes de consommation aujourd'hui des marques. On parle beaucoup d'écrit là en fait, mais finalement aujourd'hui, moi je veux pas limiter notre sujet à la presse, parce que la presse est beaucoup dans les études qu'on a pu faire auprès de nos consommateurs, la presse c'est le papier. En fait, la presse c'est plus le papier en fait. La presse, les marques de presse sont devenues des marques de médias. Et en fait, c'est des médias avec différentes formes d'expression qui sont à la fois l'écrit, l'audio et la vidéo. Et un service comme Caféine doit s'intéresser à toutes ces formes d'expression. Et c'est le sujet. Et globalement, moi, je fais beaucoup le parallèle avec l'expérience, ce que tu dis sur le papier, ou sur le fait que ça soit une œuvre, un peu une œuvre d'art, un objet de déco. Peut-être œuvre d'art est un peu galvaudé, mais en tout cas, objet de déco est peut-être le bon terme. Enfin, pour moi, c'est le même phénomène que d'aller au cinéma. On n'a plus forcément besoin d'aller au cinéma, mais c'est une expérience. Bon, alors ça fait 1 an et demi que malheureusement on peut plus y aller, mais je dirais que c'est une expérience particulière pour lequel on est prêt à payer un certain prix, qui est même pas corrélé en fait, je dirais, au film proposé, mais qui est corrélé à l'expérience globale. C'est pareil un peu sur l'achat physique de presse. C'est un peu un pricing qui est complètement différent, qu'on peut plus retrouver dans l'univers digital. Donc c'est ça les enjeux en fait, c'est des enjeux de transformation et d'accompagnement du modèle. Très bien. Selon toi, l'évolution dans les prochaines années, justement, de cette presse, elle va se transformer comment? Elle se transforme déjà. Les marques sont de plus en plus digital first, je dirais. Aujourd'hui, c'est de travailler sur d'autres moyens d'expression, notamment, comme on le disait tout à l'heure, autour de l'audio et de la vidéo. Il y a des enjeux, en fait, à la fois de curation et de personnalisation, et il faut trouver un bon équilibre pour finalement créer un lien fort avec le lectorat, tout en prenant en considération ce qui est la difficulté du moment, qui est le temps de l'attention en fait. Aujourd'hui, les gens sont sursollicités, et la problématique majeure, c'est que même si l'information et l'audience explosent, sur des temps longs, les gens sont plutôt dans une consommation passive des contenus. Donc ça, c'est ce phénomène-là qu'il faut travailler pour faire que, sans être intrusif, on trouve un moyen d'être plus inclusif auprès des consommateurs finaux. Très bien. Merci beaucoup, Harry. Avant de se quitter, une dernière question pour toi. Ton prochain grand flip, c'est pour quand? Alors ça, c'est une question joker. Caféine, c'est plusieurs flips en fait. Donc c'est une histoire qui s'est reconstruite à plusieurs reprises. Je considère, c'est ce qui me motive aussi, pour répondre aux questions initiales depuis le début, c'est que c'est pas du tout la même aventure que ce qu'elle pouvait être initialement. Donc j'avoue que j'ai pas pensé au sujet, que pour l'instant je suis complètement concentré sur ce que je fais actuellement. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? De toujours prendre du plaisir dans ce que je fais, d'essayer de toujours faire grandir l'entreprise, parce que on a beaucoup d'ambition dans le développement de la société. On est à la fois convaincu, et c'est lié aussi à la manière dont les consommateurs, parce que c'est eux les juges de paix en fait, réceptionnent le produit. Et donc je dirais aujourd'hui, c'est aussi moi mon ambition, c'est on a une vision assez claire de ce qu'on a envie de devenir, et de faire, de la manière de faire évoluer le service et le produit dans les prochaines années. Et j'espère que on va réussir à mettre en musique tout cela, et de mettre en place le projet tel qu'il sera dans les prochaines années. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Harry, d'être venu chez Flip. Merci Serge. À très vite. À très vite. Je te souhaite bonne continuation avec Caféine. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?